enregistrement d'ici 2 jours. Merci du rappel, Roch. Donc, je parlais des extensions qui permettent d'accélérer votre flux de travail au quotidien. Il y a certaines extensions qui sont des incontournables. Moi, je pense entre autres ici à OneTab. OneTab permet en un seul clic de fermer finalement l'ensemble des onglets pour que ça devienne un seul onglet. Et par la suite, je peux tout restaurer. Donc, si on a à éteindre son ordinateur ou si on veut garder en mémoire ce qu'on avait, OneTab est vraiment une extension gagnante. Pour installer une extension, et ensuite, je vous partage les extensions que j'utiliserai. Vous voyez ici, c'est le compte du Conseil scolaire Centre-Nord que je vais utiliser pour la présentation d'aujourd'hui. Pour installer des extensions, j'ouvre un nouvel onglet. Personnellement, je fonctionne comme ça. Je vais dans Applications, le Web Store, et ça, c'est l'endroit où on retrouve les extensions. Vous voyez que j'en ai ici quelques-unes. J'ai l'extension Classroom que je vous conseille fortement d'installer ou de faire installer par vos élèves. C'est un raccourci assez intéressant pour rejoindre votre ou vos salles de classe. Ici, j'ai une extension qui est Bitly qui permet de raccourcir rapidement un lien web pour envoyer un lien raccourci aux élèves. Je vais installer OneTab. OneTab. O-N-E-T-A-B. OneTab ici, ajouter à Chrome permet, et on donne le droit à l'extension d'accéder à certains renseignements Google, et vous voyez que mon extension a été ajoutée. Il y a quelques autres extensions qui peuvent être très, très, très pratiques, à mon avis. Je pense entre autres à Crafty Text. Crafty Text sert à quoi? C'est le petit CT qui est ici. Je ne peux pas être sur un onglet vide. Vous voyez, Crafty Text, c'est un espace où on peut écrire. Si je veux vous donner mon courriel rapidement, ça écrit en gros. Donc, ça peut être pratique lorsqu'on fait, par exemple, un Google Meet avec nos élèves, d'avoir un outil rapide pour écrire quelque chose. Et j'utilise souvent Crafty Text avec Bitly parce que je peux rapidement raccourcir un lien web et le coller pour que les élèves y accèdent de cette façon. Il y a également, et je pense que Franco-Sud s'est installé par défaut. Il y a au niveau de... Oui, Lise, je viens de fermer ton microphone, il était ouvert. Si vous tapez Meet, il y a l'extension Google Meet Grid View qui vous donne l'option d'avoir une grille, d'avoir 3 gabarits de la façon dont vous voyez que votre écran soit organisé. Vous avez, bon, Meet, Mute, et il y a d'autres extensions. Il y en a une également qui est installée à Franco-Sud, qui permet de réagir, le pouce en haut, pouce en bas. Donc, vous pouvez faire des petites recherches, mais ça, c'est les extensions que je considère vraiment gagnantes. Si vous êtes dans la formation aujourd'hui, c'est qu'on considère que vous avez passé le niveau débutant. Oh, Crafty Text aussi, c'est vrai, juste avant. Il s'écrit tout ensemble, C-R-A-F-T-Y-T-E-X-T. Il faut qu'ils soient ensemble pour qu'ils soient trouvés. C'est l'extension qu'il y a ici. Excellent. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est qu'on considère que vous n'êtes plus au niveau débutant. Je vais passer très, très, très rapidement la création de cours. Donc, ceux qui étaient à la formation ce matin, il va peut-être y avoir des choses un peu redondantes, mais je pense que c'est essentiel. Donc, pour se rendre à Classroom, il y a différents chemins. Présentement, bon, Classroom est déjà ouvert ici. Je vais revenir dans mes cours. Vous pouvez accéder par le petit clavier Classroom. On pourrait également, si on a l'extension, accéder aux différentes formations. J'ai présentement juste un cours. Je pourrais ouvrir Classroom en utilisant l'extension. Je me retrouverai ici. On a des gens de plusieurs conseils scolaires. On a des gens des conseils francophones. On a des gens en immersion. Il est important de comprendre que Classroom ne communique pas à l'extérieur du nom de domaine. Il y aurait des possibilités de le faire, mais les conseils scolaires préfèrent gérer le Classroom de façon à respecter, entre autres,
la vie personnelle des élèves, etc. Donc, il se peut que ce que vous allez voir ne soit pas exactement comme le classroom de votre conseil scolaire. Il faut garder ça en tête. Aussi, aujourd'hui, je vais utiliser le compte du Centre Nord, compte enseignant et le compte élève. Comme vous le savez, la première fois qu'on se connecte à Google Classroom, il faut mentionner si on est enseignant ou élève. Si vous faites l'erreur de cliquer élève, vous n'aurez pas le privilège de créer des cours. Il faudra absolument contacter les services techniques de votre conseil scolaire. Merci en passant à Roch d'être en appui aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer dans la fenêtre conversation et je viens d'en voir une là. Un petit démo de Bitly. OK, alors, je vous montre ce que ça fait Bitly, c'est vraiment simple. Ici, j'ai un site, j'aimerais vous le partager. Je ne suis pas sûr que ça vous tente d'écrire ceci. Donc, si je vais dans Bitly, il vient de me créer automatiquement un lien raccourci que je peux copier. Ensuite, je peux aller dans Crafty Text pour aller le coller. J'ai l'habitude d'enlever le HTTPS parce que ce n'est pas nécessaire de le marquer. Et je dirais aux élèves, rendez-vous sur ce site-là. Donc, c'est l'utilité de Bitly. Une fois qu'il est installé, il vous demande accès à votre compte Google. Vous prenez votre compte professionnel. C'est gratuit. Et vous avez même la possibilité de tenter de personnaliser votre lien. Si le lien est disponible, vous allez voir Succeed, donc ça a fonctionné. Vous pouvez utiliser ce lien raccourci-là dès maintenant. Je reviens à Classroom. Je vais dans mes cours et je vais créer un cours pour aujourd'hui que je vais appeler Google Classroom intermédiaire. Je le laisse. Oh, puis il y a un micro d'ouvert. Lise, le micro est ouvert. Technologie éducationnelle. Objet formation. Vous savez qu'on peut écrire à peu près n'importe quoi. Je vais laisser la salle ouverte et je crée le cours. C'est ma vue enseignant. J'ai quelques petites choses ouvertes comme vous voyez. Je vais m'organiser pour pouvoir voir la vue élève. L'élève, maintenant, s'inscrit en utilisant le code cours. Si vous êtes du Centre-Nord, vous pourriez, et je vais le coller dans la fenêtre conversation, vous pourriez joindre ma classe, si ça vous intéresse, pour participer aux activités. Et en attendant, je l'ai copié. Je suis l'élève qui va rejoindre le cours. Et j'ai un deuxième élève sur mon autre ordinateur qui va également rejoindre le cours. MEZHR6B. Voilà, les deux élèves ont rejoint le cours. Et je peux le voir, comme vous le savez, je vais revenir sur l'interface. Là. Il y a les personnes, vous voyez mes deux élèves qui viennent de s'inscrire. Les notes, j'y reviendrai. Travaux et devoirs et flux. Et comme la plupart d'entre vous, vous avez déjà une classe, vous savez de quoi je parle. Il y a des enseignants qui me demandent des fois comment je fais pour ne pas être inondé de courriels. Bien, ça, c'est dans le menu ici, les trois petites barres horizontales, dans les paramètres. C'est là où je vais décider quel type de notification je reçois par email. Vous pourriez complètement désactiver ou vous pouvez sélectionner quand est-ce que je reçois des emails. Quand un commentaire est ajouté à un de mes posts, bon, vous voyez les options ici. Donc, c'est vraiment de le configurer pour que vous soyez confortable. On le sait dans la situation actuelle, je pense qu'on est pas mal débordé au niveau des courriels. Je reviens dans ma salle de classe. La première chose qu'il faut faire quand on crée le cours, c'est de le paramétrer. Et c'est votre choix de professionnel.
vous le savez, c'est le petit trou denté qui est ici. C'est votre choix de professionnel. Vous pouvez mettre une description au cours. Vous avez le code du cours ici. Et ça, c'est un petit truc. Une fois que tous vos élèves sont inscrits au cours, pour ne pas que d'autres personnes s'inscrivent parce que le code aurait circulé, vous pouvez tout simplement réinitialiser ou désactiver. Maternelle à 3e année, puis même 4 à 6 des fois, j'encourage, tout dépendant de la politique de votre conseil scolaire, à ce que les parents aient le courriel de votre conseil scolaire, de leur enfant. Et maternelle à 3e année, si les enfants ne sont pas encore inscrits, en fait, les parents, ben, c'est à vous à ce moment-là à envoyer peut-être des instructions sur comment arriver à Classroom avec le compte du conseil scolaire et vous envoyez le code et ensuite le parent s'inscrit et ensuite on peut désactiver le code. Le flux ici, par défaut, c'est que les élèves peuvent poster, peuvent envoyer des éléments dans le flux. Je conseille, à moins qu'on ait vraiment une petite classe, puis qu'il y a une dynamique intéressante, puis qu'on fait confiance aux élèves, moi je conseille, les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires, le deuxième. Résumé destiné aux représentants légal. Je vais y revenir, d'accord? Ici, Meet, une fois qu'on a créé un cours, c'est nouveau. On peut générer un lien Google Meet. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait peut-être à main levée? Est-ce qu'il y en a qui utilisent ou dans la fenêtre conversation? Est-ce qu'il y en a qui utilisent le lien Meet maintenant? Excellent. Tuteur Lego, j'y reviens. Puis, je termine les paramètres de cours, puis je reviens au niveau des paramètres de notification là, pour ne pas recevoir 30 000 courriels. Oui, on peut inviter les parents, je vous montre comment. Mais encore là, ça dépend. C'est ce qu'on appelle des tuteurs légaux. Et les tuteurs légaux, dans certains conseils scolaires, j'ai vu que ça apparaissait pas parce que c'est le conseil scolaire qui paramètre comment je pourrais dire, l'univers Google du conseil. Je vous donne un exemple. Dans Google Meet, il peut être possible d'envoyer que les participants envoient des messages privés à d'autres participants. Ce n'est pas tous les conseils scolaires qui débloquent cette option-là, pour des raisons évidentes. Le Google Meet, si on l'active, qu'on enregistre, le lien va apparaître ici. Maintenant, le danger, c'est qu'actuellement, il y a une foule de visioconférences qui sont dérangées par des gens de l'extérieur. Le problème pourrait être si le lien circule, qu'un élève partage le lien Meet avec d'autres personnes et que ces gens-là, par exemple, 30 personnes demandent à joindre la salle, ça va déranger votre enseignement. Ce qui fait qu'il est possible de revenir dans les paramètres et vous avez l'option de réinitialiser, de créer un autre lien Meet. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le lien Meet. Vous faites votre activité synchrone avec les élèves. À la fin de l'activité, vous le désactivez. Et après, pour la prochaine classe virtuelle, vous réinitialisez, ça va créer un autre lien Google Meet. Comme ça, vous allez être pas mal certain que vous ne serez pas dérangé dans votre classe et vous l'ouvrez juste avant l'activité. Catégorie de notes, calcul des notes. J'ai parlé à plusieurs enseignants de ça. Là, on rentre dans des fonctions pas mal plus avancées. Et dans la situation actuelle, est-ce qu'on a à tout organiser ces notes à l'intérieur de Classroom? Je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'on peut conserver les notes au niveau de chaque activité qu'on réalise. Et dans le cadre de la formation d'aujourd'hui, on va voir quelques exemples d'activités, de devoirs, de questionnaires qu'on peut réaliser. Je veux aussi qu'on se garde un 15 minutes, ce sera un peu plus tard, de partage. Je vais vous envoyer au hasard dans des salles de réunion. Puis ça va être vraiment au hasard pour que vous puissiez vous présenter et dire voici ce que je fais, voici le bon coup, voici comment je m'en sers de Google Classroom. Alors, ce serait important quand je vous enverrai dans ces salles-là que quelqu'un prenne le entre guillemets, leadership pour être en mesure de faire participer les gens.
Voilà. Alors, j'ai configuré ma classe. Je vais revenir au niveau des notifications. Commentaires ajoutés à vos posts. Alors, c'est le commentaire des élèves. On peut le désactiver. Je pense que c'est lui qui m'a été demandé dans la fenêtre conversation. Commentaire dans lequel vous êtes mentionné. Alors, c'est vraiment vous. Lisez, puis essayez des paramètres en même temps pour voir quel impact que ça a au niveau de vos courriels. Parfait. Bon, je vois ici les personnes qui sont inscrites au cours. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont inscrites. Vous êtes les bienvenus. Inviter des tuteurs légaux. Lorsque j'invite des tuteurs légaux, je vais marquer un courriel. On s'assure bien sûr que les parents ont le droit de recevoir ces courriels-là. Ça va? Et j'invite le parent. Ajouter le cours au résumé par email destiné au tuteur légal. Les tuteurs reçoivent un résumé concernant les devoirs. Est-ce que vous voulez ajouter tous les cours que vous donnez au résumé par email destiné aux tuteurs légaux? Les options par défaut fonctionnent très bien. Je vais ajouter. Normalement, le parent va recevoir un courriel ici dans lequel il accepte de recevoir le résumé ou encore mentionne « Je ne suis pas le tuteur légal ». Je vais accepter le résumé de l'élève. Quel compte est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser mon compte, tiens, Gmail personnel. Je vais accepter. Maintenant, à quelle fréquence souhaitez-vous recevoir un résumé? Le parent va choisir chaque semaine, chaque jour, aucun résumé. D'accord? Je vais le placer à chaque jour. On spécifie le fuseau horaire. Et ça, c'est ma fille. Parfait. Et normalement, c'est paramétré. Donc, je vais recevoir un résumé quotidien des activités de mon enfant. Ça peut être, je le vois bien quotidien. Je le vois bien quotidien parce qu'on est vraiment au jour le jour là, présentement. On a souvent une planification par semaine, mais ça permet aux parents vraiment de voir au jour le jour ce que leur enfant a à faire. Ça, c'était le résumé pour l'invitation de tuteurs légaux. Et d'ailleurs, dans les paramètres ici, vous avez résumé destiné au représentant légal. Donc, c'est un peu ce que le parent reçoit, l'exemple de ce que le parent reçoit en termes de résumé. Est-ce que ça va? Si les parents répondent aucun résumé, le saurons-nous? Je ne pense pas. C'est vraiment le choix des parents. Mais ça serait bien de les informer avant pour dire, écoutez, on doit rester en contact. On aurait besoin que vous nous appuyiez. Vous allez recevoir ce courriel-là. Vous pouvez l'essayer d'ailleurs avec un compte vraiment pour revoir les étapes, ce que le parent reçoit. Et juste pour dire aux parents, mais voici le type de communication que vous recevrez qui vous permettra de voir notre planification et de mieux appuyer votre enfant. Excellent. 13h51. J'essaie de respecter le temps. Maintenant, on peut se concentrer sur l'aspect des travaux. Probablement que vous envoyez des travaux justement par ici, travaux et devoirs. Vous savez qu'on peut également utiliser le flux pour garder une communication avec les élèves. On est présentement dans un contexte extrêmement favorable pour la classe inversée. Et au niveau pédagogique, je tiens juste à le rappeler, ça veut dire qu'on envoie pour les notions de base on envoie les notions de base souvent par le biais de vidéos aux élèves. On reçoit la rétroaction et le temps synchrone, le temps qu'on passe avec eux sur Google Meet, sur Zoom, peu importe, devrait être un temps où on vise le milieu de la pyramide de la taxonomie de Bloom. On parle ici d'analyse, d'accord? On essaie de ne pas utiliser notre temps Meet pour faire des notions de base. On est des professionnels, mais c'est le temps d'innover. Et c'est pour ça que j'encourage toujours, une fois par semaine, les enseignants à utiliser le flux uniquement pour donner, prendre contact avec les élèves.
Bonjour les élèves, voici ce qu'il y aura à faire, n'oubliez pas telle rencontre, etc. Donc, si je partage une information avec la classe, j'y vais rapidement. C'est du connu pour la plupart d'entre vous. Mais ici, je peux choisir à quelle classe et je peux réutiliser ce qu'on appelle un post, un message, dans une autre classe. Et je peux décider ici à qui je l'envoie. Donc, ça peut être personnalisé. La situation des aides élèves est différente d'un conseil scolaire à l'autre. Mais si vous avez des aides élèves, je vous encourage à les inscrire comme enseignants pour que l'aide élève puisse apporter un support personnalisé aux élèves qui ont davantage besoin d'un soutien personnalisé. Voilà. Partage avec votre classe. Bonjour et bonne semaine. Vous savez qu'on peut ajouter un document, un lien vers un document de notre Drive, un lien web, un fichier, ça pourrait être un PDF, et une vidéo YouTube. J'ai également l'option, et c'est important de le revoir, d'enregistrer le brouillon, de programmer. Je pourrais dire, par exemple, je veux qu'il apparaisse demain, après-demain à 8 heures, ou encore de le publier immédiatement. Alors, c'était mon premier post dans ce cours-là. Pour ajouter un enseignant, parce qu'au niveau pédagogique, vous allez avoir l'occasion de parler tantôt en sous-groupe hein, de vos pratiques gagnantes. Mais au niveau pédagogique, j'ai vu des belles choses. J'ai vu des enseignants qui font du co-enseignement. Vous pouvez à ce moment-là avoir 2 classes de 6e année avec les élèves chacun dans leur classe, mais d'avoir les 2 enseignants qui sont inscrits comme enseignants dans les 2 classrooms. À ce moment-là, on peut réutiliser les quiz qui ont été faits par d'autres personnes. OK. Dans travaux et devoirs, j'ai ici le lien Meet parce que je l'ai activé. J'ai également l'agenda de classe. Et à chaque fois que l'on crée une classe, un classroom, il y a un sous-dossier qui est créé dans le dossier classroom qui est automatiquement créé. Okay? Alors ça, c'est les cours qui avaient été créés en utilisant ce compte-là. Même si les cours ont été supprimés, le contenu demeure. Pour accéder au Drive, on clique ici. Et on peut créer différentes choses, bien sûr. Maintenant, quel est l'avantage? Et ça, je me suis penché là-dessus aujourd'hui, puis j'ai eu des bonnes questions. Quel est l'avantage de créer le questionnaire directement dans Classroom par rapport à créer un formulaire extérieur à Classroom? Bien, votre formulaire, si vous voulez importer les notes dans Classroom, votre formulaire doit impérativement répondre à 4 conditions. J'ai les conditions ici. Il faut absolument que le questionnaire, c'est la seule pièce jointe au devoir. Il faut que les élèves soient limités à une seule réponse. Il faut que les élèves appartiennent au même domaine, donc par exemple francosud.ca. Et il faut que les adresses e-mail des élèves soient collectées. C'est très important parce que sinon, il peut y avoir une certaine frustration si vous voulez importer les notes à l'intérieur de Classroom. Alors, créons un formulaire externe comme premier devoir. Le devoir ici, je vais l'appeler le gouvernement en Alberta. Donc, répond aux questions. Ici, il faut que ce soit très précis, hein? Surtout dans un contexte où on n'est pas directement à côté de l'élève. Répond aux questions après avoir visionné la vidéo. Ça va? Encore ici, j'ai l'option d'enregistrer le brouillon. Je peux programmer le devoir. À qui est-ce que ça s'adresse? Quelle classe? Et quels élèves? Et ça, j'encourage fortement l'utilisation de la date limite puisque l'agenda de classe se retrouve à ce moment-là, devient un vrai agenda où l'élève est capable de voir votre planification. N'hésitez pas à l'utiliser, l'agenda de classe. Je vais donner à l'élève comme date limite le 23 à 15 heures. Présentement, je n'ai aucun thème. Qu'est-ce qu'un thème?
Ben, c'est variable. En anglais, ils utilisent le terme topics, si je ne m'abuse. Alors, on pourrait, par exemple, si c'est un cours de sciences, y aller par module. On pourrait littératie, numératie au primaire, études sociales. Dans ce cas-ci, c'est études sociales. Mon thème est créé et mon devoir va se rapporter au thème études sociales. Parfait. Je pourrais ajouter un élément, mais en fait, je veux juste créer un formulaire. N'oubliez pas les 4 conditions que j'ai énoncées. Je crée le formulaire. Et j'arrive dans le formulaire ici. J'ai trouvé une vidéo YouTube qui explique les gouvernements en Alberta. C'est une vidéo de moins de 5 minutes. 2 petites secondes. OK. C'est une vidéo qui dure donc moins de 5 minutes. Je l'avais trouvé ici, le gouvernement provincial en Alberta. J'aime beaucoup, dans un formulaire, j'aime beaucoup copier le lien directement de YouTube parce que l'outil de recherche dans le formulaire, je le trouve beaucoup moins évolué. Okay? Avant d'insérer mon lien YouTube, c'est ici que je vais régler mes paramètres. Il est obligatoire de collecter les adresses email. Si vous ne cliquez pas ça, vous ne saurez pas quel élève a répondu quoi. Et donc, vous ne serez pas capable de noter. Ça crée des frustrations. Présentement, on limite l'accès aux utilisateurs du conseil Centre-Nord ou de votre conseil à vous. On limite à une réponse, extrêmement important. On ne veut pas que les répondants puissent modifier après l'envoi. Et on s'en vient maintenant dans le questionnaire. Oh, j'ai l'option aussi d'envoyer une copie des réponses si le répondant demande une copie. Ce n'est pas nécessaire si on fonctionne dans Classroom. Après tout le processus, les élèves vont pouvoir voir leurs résultats sur Classroom. Questionnaire obligatoire, il faut le convertir en questionnaire. Et comme je prévois une question à réponse courte dans mon questionnaire, ce qui est intéressant avec le questionnaire, vous le savez sans doute, si c'est des choix multiples, ça peut se corriger automatiquement. Par contre, s'il y a une réponse courte, ça prend quelque part une validation manuelle. Il y a possibilité de marquer quand même une réponse, mais si l'élève fait une faute d'orthographe, ça va être considéré comme une erreur. Donc, dans ce cas-ci, comme je vais mettre une réponse courte, je vais lui indiquer que je vais publier la note plus tard après examen manuel. Et quand je publierai les résultats aux élèves, qu'est-ce que je veux qu'ils reçoivent? Bien, je veux qu'ils sachent quelles sont les questions qui ont répondu de façon incorrecte. Je veux qu'ils sachent les bonnes réponses. Je veux qu'ils sachent le nombre de points. Tous les renseignements, finalement. Je vais enregistrer. Mon formulaire est configuré de façon à ce que les notes puissent être versées directement dans Classroom. Maintenant, je suis prêt à créer mon formulaire. Si vous voulez fignoler un peu, vous avez la possibilité de changer l'apparence de votre formulaire, couleur d'arrière-plan, le style de police. Vous pouvez choisir une image pour la bannière en haut. Et ici, vous pouvez en tout temps voir à quoi ressemble votre questionnaire. Je vais commencer. On voit les options ici à droite. On peut ajouter une question. On peut importer des questions. On peut ajouter un titre et une description. Par exemple, question à choix multiple, question à développement. C'est comme juste une section dans laquelle on peut écrire du texte. On peut ajouter une image. On peut ajouter également une vidéo. Et on peut ajouter des sections. Donc, par exemple, si on veut faire un sondage complexe avec partie 1, partie 2, partie 3. Je vais insérer la vidéo. Vous pouvez la rechercher ou encore, j'ai déjà copié l'URL. Je vais la coller. Je n'ai pas copié l'URL. J'y retourne. Je copie. Je retourne dans mon formulaire et je colle. Ma vidéo apparaît. Sélectionner. Mon petit côté perfectionniste fait en sorte que je vais agrandir la vidéo. Et vous voyez les 3 petits points. Je viens de cliquer à l'extérieur pour désélectionner la vidéo. J'ai les 3 petits points qui me permettent de centrer. Je peux donner un titre, mais ce n'est pas nécessaire.
Et ma première question sur cette vidéo-là, ça va être quels sont les 3 paliers de gouvernement en Alberta? Je vais aller placer mes réponses. C'est-tu un choix multiple? Un choix multiple, c'est une réponse parmi plusieurs. Une case à cocher, c'est une ou plusieurs réponses parmi une liste. C'est vraiment les deux, je vous dirais, qui sont les plus utilisés dans un questionnaire qui va être utilisé, un Google formulaire qui va être utilisé en classe inversée. Je m'assure qu'il soit bel et bien sur case à cocher puisqu'il y a plusieurs réponses. Et vous allez voir que les réponses sont très simples. Municipal, international, provincial, fédéral. J'ai la possibilité ici d'insérer des images. Donc, pour ceux qui enseignent en maternelle, première, deuxième, vous pouvez aussi marquer une question. Comment te sens-tu aujourd'hui? Avec des petits bonhommes, sourire. OK? Très important, il faut que la question soit obligatoire. Ça, c'est malheureusement souvent oublié. Les questions obligatoires, vous allez le voir, se présentent avec un petit astérisque rouge. Et je vais aller cliquer sur corriger pour indiquer les 3 bonnes réponses. Il faut que l'élève ait obligatoirement ces 3 réponses-là. Et je vais placer le nombre de points ici. Terminé. Ma vidéo se retrouve en bas. Okay? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une option qui existe quand on utilise une vidéo. L'option, je pense qu'elle n'est pas ici. Il y a une option, c'est les questions sous forme aléatoire. Mais autrement dit, les questions sont mélangées. Si vous prenez cette option-là, le problème, c'est que la vidéo ne sera peut-être pas au-dessus des questions. J'ai juste glissé, vous voyez les 6 petits points ici. C'est vraiment du glisser-déposer. Ma première question est prête. Et vous voyez le petit astérisque rouge qui indique qu'elle est obligatoire. Je place ma deuxième question. Et cette fois-ci, ça va être une réponse courte. Et je vais écrire « Comment appelle-t-on les élus du pouvoir législatif? » Réponse courte, obligatoire. Si je m'en vais dans « Corriger », j'aurai l'option d'ajouter une réponse correcte. Mais compte tenu du fait que les élèves risquent de faire des erreurs, c'est risqué de faire de la correction automatique. 2 points pour cette réponse-là. Je peux ajouter un commentaire à la question. Dans ce cas-ci, c'est terminé. Ça va être une réponse que je vais évaluer moi-même. Je remonte ma question. Non, parfait. Excellent. Ça fait beaucoup d'onglets d'ouvert. Maintenant, je m'assure que les petits astérisques soient là. Et maintenant, il me reste à lui donner un titre. Le gouvernement en Alberta. Si je clique ici, le titre va se changer automatiquement. Et c'est prêt. Total de points 5. Je vais fermer mon formulaire. Je retourne dans Classroom. J'avais bien dit que c'était 5. Donc, je vais mettre 5 ici comme maximum. Vous voyez, formulaire sans titre, mais inquiétez-vous pas, ce n'est pas ce que les élèves vont voir. Je suis prêt maintenant. Date limite, je vais publier le devoir. Du point de vue élève maintenant, comment est-ce que ça se passe? Avec réponse paragraphe, oui, ben c'est la même chose que réponse courte. Avec réponse paragraphe, là. Et limite à la longueur de la vidéo utilisée. C'est fortement conseillé en classe inversée de ne pas utiliser des vidéos de plus de 5 minutes. Je vous dirais jamais au-dessus de 6. Puisqu'à cause du moment d'attention, puis c'est important aussi de se concerter pour ne pas que les élèves se retrouvent avec 8 vidéos de 5 minutes à écouter une même soirée.
Et donc, réponse paragraphe, ça va être la même chose au niveau du corrigé. OK, alors, je suis l'élève. Pas encore, je vais l'être bientôt. Je suis l'élève. Je vais faire un petit rafraîchissement et je vais le faire sur les deux ordinateurs. C'est pour ça que j'ai ça sur mes deux ordis. C'est toujours mieux de faire des tests avec deux élèves. Parfait. Nouveau devoir, le gouvernement en Alberta. Donc, l'élève est invité à remplir, en fait, le questionnaire est ici. L'élève est invité à cliquer. On écoute la vidéo et on répond aux questions. Municipales, provinciales, fédérales. Comment appelle-t-on les élus, les députés? J'envoie le formulaire. Je peux ouvrir le devoir. Je pourrais annuler la remise. Oh, j'ai fait une erreur. Je pourrais annuler la remise. Mais par contre, je ne peux le remettre qu'une seule fois. Je ne peux pas envoyer 2 ou 3 réponses. C'est comme ça que je l'ai configuré. D'accord? Je vais répondre aussi avec l'autre élève, mais en faisant une petite erreur. Fédéral, provincial, municipal, mais je ne marquerai pas la bonne réponse pour les élus. Mes deux élèves ont remis leur devoir. Alors, comme enseignant, comment ça se présente? Le matin, je me lève, je peux cliquer sur le devoir. Vous voyez les 3 petits points, je pourrais modifier le devoir, mais c'est jamais conseillé. Il ne faut pas modifier un quiz une fois que les élèves ont commencé à le remplir. Alors, il faut être sûr que lorsqu'on le publie, on n'y touchera plus jusqu'à ce que les élèves aient fini d'y répondre. Si je clique sur mon travail, je peux voir, Myriam l'a remis, mais je peux voir que mes 2 élèves ici l'ont remis. La note ici est sur 5. Je peux voir les gens qui ont reçu le devoir, mais qui n'ont pas répondu. D'accord? Alors ça, c'est important. Si je veux voir les réponses des élèves, je clique sur mon formulaire et vous voyez le petit crayon ici? C'est ce qui me permettra d'aller en mode édition. Je vais aller un petit peu moins vite là, puisque c'est un petit peu plus technique. J'ai mes réponses ici. J'ai mon résumé des réponses. J'ai les réponses par question. Et ce qui m'intéresse pour aller évaluer les élèves court ou long développement, c'est individuel. C'est ici que je vais voir mes différents élèves qui ont fait le travail. Je vais commencer par cet élève-là. Et vous voyez publier les scores. Ça, ce sera après que j'ai corrigé moi-même. Et vous voyez ici, il y a un X, mauvaise réponse. Ce n'est pas la mauvaise réponse, c'est tout simplement que je n'ai pas encore évalué. Est-ce que ce sont les députés? Oui. Je vais aller lui donner ces 2 points. Puis je pourrais ajouter un commentaire, même placer une vidéo. Hein? Bravo. J'enregistre. Non, on dirait que c'est bloqué. Ça, c'est des petites choses qui vont arriver en formation. Hein? OK. Donc, il y a une autre réponse qui vient d'arriver. Je recommence. 2 points. Bravo. Enregistrer. Bon, ça fonctionne. Là, on le voit qu'il y a 2 sur 2. Excellent. Je vais aller voir maintenant mon autre élève ici. Oup, 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 oup. Enregistrer en bas ici. J'avais oublié d'enregistrer les modifications. Je retourne à mon élève numéro 8. Et mon élève numéro 8, oh, il a répondu les ministres. Malheureusement, il y a 0 point. Et les commentaires revisionnent la vidéo. Puis c'est là que je pourrais faire un lien avec la vidéo ici pour lui remettre. C'est un exemple que je vous donne. Enregistrer, enregistrer.
Voilà, j'ai fait la correction manuelle. Maintenant, comment est-ce que je fais? Si je suis sur le travail de l'élève, je peux publier son score ou le score des autres élèves. OK? Mais si je m'en vais dans le résumé ici, là, j'ai aussi l'option de publier les scores et par défaut, c'est tous les participants. Excellent. Donc, je vais envoyer les mails et publier les scores. Désolé pour les deux à qui je n'ai pas corrigé le travail au niveau personnel. C'est excellent. Je peux revenir dans ma salle de classe et normalement, j'ai publié les scores. Normalement, l'élève va recevoir un courriel. Ça prend un petit peu de temps parfois. Ah, voilà. Alors, l'élève a eu 5 sur 5 et je peux afficher ici le devoir avec le résultat. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est une bonne question. En fait, je l'ai noté, mais il reste avec le X rouge. Moi, je trouve ça un petit peu mêlant. Donc, quand on note l'élève, je vais aller sur quelqu'un qui s'est inscrit. OK? Quand on note l'élève, c'est ça qui est mêlant. C'est rouge. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Parce que pourtant, si je mets le nombre de points, ça donne 5 sur 5. Alors, publier les scores. Je vais publier le score de M Poisson. Et voilà. Je peux maintenant fermer Classroom. Éric, il y a une question. Est-ce que les élèves reçoivent des résultats des autres? J'espère que non. Seulement le leur. OK, merci. Oui, par courriel personnalisé. Alors ça va. Je vois qui a répondu, qui n'a pas répondu. Ici, ce n'est pas de notes. Et dans ce cas-ci, normalement, je serais capable j'aurais l'option de publier la note. J'ai dû faire une petite erreur au niveau des droits que je donnais parce que normalement, on a l'option de publier la note. Et je vais vous montrer comment ça apparaît cette option-là dans l'autre cours. Si on suit toutes les conditions, on a l'option de, j'avais fait des tests ici, de publier la note. Importer des notes ici. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Normalement, lorsqu'on suit les consignes, on a l'option d'importer la note ici. Oui, effectivement, le langage Google, pas très clair des fois. OK. Mais c'est ça l'avantage d'utiliser le quiz directement à l'intérieur de Classroom. Et pour ça, je vais revenir à mon cours. Travaux et devoirs. Créer. Je peux faire mon questionnaire directement dans Classroom. Et là, je sais que par défaut, l'ensemble des réglages va faire en sorte qu'il est pleinement compatible avec la salle de classe. Encore là, je pourrais marquer le gouvernement. Je vais changer le titre, le gouvernement local, même si ce n'est pas vraiment ça. Visionne la vidéo. Je vais cliquer, ça va m'ouvrir le quiz qui est déjà bien configuré. Le gouvernement local. Je vais quand même aller voir dans les paramètres. Ça, c'est très important, collecter les adresses email. Limiter à une réponse. OK? On ne veut pas qu'il modifie les réponses après l'envoi. Par défaut, c'est converti en questionnaire, c'est ce que je veux. Et si c'est uniquement des choix multiples, ça peut être immédiatement après chaque envoi. Un autre truc que je donne pour voir rapidement qui a répondu quoi,
c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche d'ajouter une question. Réponse courte? Non. C'est obligatoire. Puis, il n'y a pas de point. C'est 0 point. On va dupliquer. Si on a l'option rapidement de dupliquer, j'ai exactement le même type de question. Là, je vais marquer prénom. Donc, les 2 premières questions, quand vous allez être rendu à corriger, bien, vous allez voir le nom de l'élève au lieu de fonctionner directement avec le courriel. Et ensuite, c'est là que je pourrais importer ma vidéo. La modifier. Voilà. Et, juste pour le fun, je n'ai jamais essayé d'importer les questions. Le gouvernement. Chargement du formulaire. Intéressant. Et en attendant, je vais juste rajouter une question à choix multiple. Je pense pas que tu aies choisi sa droite. Comment? Ah, ici, merci beaucoup. Merci. Je ne l'avais pas vu. Bon, je vais y aller juste avec cette question-là. Puis celle-là, je vais la mettre aux poubelles. Bon, juste une question comme ça. Une fois que notre formulaire est créé, je n'ai pas encore de réponse. Ah, c'est vrai aussi, les réponses, il y en a qui aiment beaucoup les feuilles de calcul. Hein? Ça crée automatiquement une feuille de calcul si je clique ici avec les réponses des élèves. Oui, Jessica, si tu veux que le nom et le prénom soient au début, tu ne peux pas effectivement mélanger les questions. Et tu ne peux pas avoir une option, c'est soit aléatoire, soit dans le même ordre. Mais dans la situation actuelle, aléatoire serait plus ou moins utile puisque les élèves, normalement, ne sont pas en contact les uns avec les autres. Éric, pourrais-tu regarder à la question, Isabelle? Oui, Isabelle, bonne question. OK, c'est beau, je te laisse la réponse. OK, c'est que le questionnaire, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut, par exemple, se bâtir une banque de questions directement dans le formulaire et le rendre disponible en lecture seule dans tout le conseil scolaire, c'est beaucoup plus facile. Parce que le formulaire qu'on crée s'en va dans le drive de la salle de classe. C'est plus difficile de le partager. Mais je pourrais avoir sur mon drive un document partagé avec les autres enseignants où on pourrait se créer un dossier partagé dans lequel on crée nos formulaires et où on est capable d'aller chercher les formulaires dans ce dossier-là, qui ne serait plus à ce moment-là créé directement dans Classroom. Je ne sais pas si ma réponse est assez claire. Ça dépend du but. Si vous travaillez, vous, de façon autonome, avec Classroom, seul avec vos élèves, vous pouvez utiliser le questionnaire directement dans Classroom. OK. 14h21. Gouvernement local, ça c'est beau. Encore là, tous les élèves, ou quel élève? Ça va être sur 3 points. Date limite. Je vais le mettre, pas le 18, c'est passé. 25. Parfait. Aucun thème. Grille d'évaluation, je vous le montre rapidement. Ça peut être utile, à mon avis, lorsqu'on fait des compositions, texte narratif ou autre. D'accord? Mais plusieurs enseignants assez expérimentés m'ont dit que c'est assez complexe. Donc, présentement, j'aurais plus tendance à envoyer un document PDF lié à un devoir pour que l'élève ait une idée de la grille d'évaluation et d'y aller soit manuellement, soit à l'aide d'un outil en ligne pour créer la grille d'évaluation. Si vous faites, par exemple, le texte narratif, bien, vos critères sont ici, description du critère. Et lorsque vous l'évaluez, l'élève reçoit une copie de la grille avec les critères que vous avez établis. C'est assez complexe. Donc, ça existe. Ça serait probablement offert dans une formation vraiment Google avancée. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus avec vous. Bon, mon devoir est prêt. Je peux le publier, le programmer ou le rendre en brouillon.
Oui, les grilles sont super si on évalue 4, 3, 2, 1. OK? Ça, ça dépend pardon, de la matière et de notre mode d'organisation. Travaux et devoirs, si je veux le modifier, n'oubliez pas, c'est ici, je peux le modifier. Il n'y a aucun élève qui l'a rempli encore. Donc, je pourrais le modifier. Oh, c'est vrai, importation des notes ici. Importation des notes, vous voyez. Donc, mes 2 élèves vont le remplir. Ça, c'est pas le bon onglet. J'ai perdu mon élève. Ah, voilà. Mon élève retourne ici. Il s'en va dans la salle de classe. Oh, le gouvernement local. Je clique. Je mets mes bonnes réponses. J'ai oublié de marquer nom et prénom. C'est comme l'inverse. Ça, c'est parfait. Envoyer. Deuxième élève. Ça ne sera pas long. OK. Mes 2 élèves ont fait leur travail. Je suis l'enseignant. Je clique ici pour... ça, c'est l'élève. Ça devient mêlant. Donc, je clique pour voir mes résultats. 2 élèves ont remis le travail. C'est sur 3 sur 3. Et c'est là que je peux décider d'importer les notes. Puisque je n'avais pas de réponse courte ou paragraphe, ça s'est calculé tout seul. J'importe les notes et vous voyez ici, un élève qui a 0, l'autre élève a 3 et Lise a 3. Je suis l'élève. Je retourne. C'est toujours bien de voir la vue élève. Ah, OK, c'est sur 3 points. Je l'ai remis. Je clique. Vous avez déjà répondu. Si je vais dans le courriel, bonjour élève, j'ai publié un nouveau devoir et dans quelques instants, je suis supposé recevoir le courriel avec ma note. Oui, oui, on peut sélectionner, importer les notes par la suite. On peut le refaire à plusieurs fois, mais c'est indiqué que lorsqu'on importe les notes, si vous le faites, les notes actuellement dans Classroom seront écrasées. Mais c'est correct parce que mes élèves ont déjà répondu. Donc, je viens de le voir là. Ça n'a absolument rien changé. Donc, je pourrais, si la moitié de mes élèves ont remis le travail, je pourrais quand même importer les notes et le refaire quand les autres élèves l'auront fait. C'est assez flexible. Éric? Oui. Éric, pourrais-tu encore résumer, j'ai des questions, au sujet des formulaires et questionnaires et les raisons d'utiliser un versus l'autre? OK. Il y a des gens qui ont déjà leur questionnaire de fait. Ou, tiens, ça c'est Tournesol, professeur Tournesol, qui enseigne. Dans Classroom, si je crée un formulaire directement dans Classroom, il va s'en aller dans Classroom ici, qui est un peu plus difficile. Ce que je pourrais faire, si je travaille en collaboration avec d'autres enseignants. Je suis au conseil scolaire Centre-Nord, je suis en 6e année, on se réseaute. On a un plan de match un peu commun, même si mais j'ai un plan hebdomadaire qui peut être différent des autres. Mais je pourrais créer un dossier quiz qui serait beaucoup plus facile de partager, mettons, avec des collègues et en lecture pour le reste de la province. C'est vraiment dans le but de créer une banque. Sinon, il n'y a pas énormément d'avantages de créer le formulaire à l'extérieur. Il y a plus de danger que l'importation des notes ne puisse pas se faire. Est-ce que ça répond un peu mieux à la question? Je pense que c'était plus, si tu peux expliquer le raisonnement de rendre le formulaire, tu sais où ce que ça dit questionnaire, tu le rends questionnaire. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu ouvres Ici.
Oh, ben regarde, je vais préciser. Puis ça dépend de la Pardon, méthode de je veux dire, travail. je veux Oui, dire quiz. Euh, dans la question, c'est écrit questionnaire, mais quiz. C'est quand tu feras un quiz, si tu peux expliquer le raisonnement pour faire ça. Je crois que tu l'as déjà un peu expliqué. oui, oui, je l'ai expliqué. C'est-à-dire que quand je crée un formulaire à l'extérieur, je m'en vais ici. Je vais créer un formulaire. La première des choses à faire, c'est de m'assurer de le changer en questionnaire. Maintenant, ici, c'est vous qui décidez est-ce que l'élève reçoit sa réponse tout de suite. Si vous avez 5 questions à choix multiples, c'est tout à fait possible. Ou je conseille fortement, si vous avez une réponse courte ou de paragraphe, faites un examen manuel et ensuite publiez les réponses des élèves comme on l'a vu. Une fois que ça c'est fait, en général, on s'assure de collecter les adresses email, de limiter à une réponse. Donc, et ensuite, là, on peut commencer à travailler le questionnaire. OK, merci. Caroline, j'espère que ça aide. J'espère aussi. C'est quand même assez court. Hein? Oui, je vais J'essaie juste d'être... ouvrir mon micro une seconde. Pas de problème. Avec ce que je vois, les deux semblent vraiment similaires. Si moi, je travaille toute seule, que je n'ai pas besoin de le partager avec d'autres enseignants, je veux seulement que mes élèves répondent au questionnaire, que j'utilise un ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance finalement. Si tu fais une erreur dans le formulaire en le créant à l'extérieur de Classroom ou en le créant avec devoir, comme ça ici, puis formulaire, tu me suis? Oui. C'est plus dangereux de ne pas être capable d'importer les notes parce qu'on aurait fait une erreur. Je vais y aller dans le concret aussi. Il faut s'assurer d'avoir coché, de collecter les adresses email. Oui. Si vous n'avez pas coché ça, puis que c'est à l'extérieur de Classroom, et c'est arrivé à une enseignante qui m'a appelé ce matin, vous ne saurez pas qui a répondu quoi. Donc, vous allez être obligé de renvoyer le questionnaire. OK. Bien, parfait, merci. C'est beaucoup plus clair. Pas de problème. Ben, merci de la question. OK, dans Créer, je voulais vous montrer deux petites choses avant de vous envoyer dans les salles pour que vous ayez une petite conversation pédagogique. Dans Créer, le devoir, bien sûr, si je fais une dissertation, il y a une option que je dois absolument vous montrer. C'est une des forces. Rédige un texte. 3 petits points. Je n'oublie jamais de placer la date limite. Je vais être gentil, je vais leur laisser jusqu'au 30 avril à 16 heures. Aucun thème. Ça va être sur 100 points. Tous les élèves. Et je vais créer un Google document. Pour la dissertation, je vais appeler ça encore dissertation. Oups. Et je vais corriger. Dissertation, consigne. Hein, je pourrais écrire mes consignes ici. Maintenant, j'ai préparé le document, le titre de mon document avec la consigne, les consignes les plus précises possibles. Il me reste à décider ici de l'option consultable par les élèves. Si vous avez un document, par exemple, vous travaillez avec Google Présentation, Google Slides, puis vous avez des Google Slides de prêt pour la matière, vous pouvez les ajouter au devoir, consultable par les élèves, en lecture seule. Modifiable par les élèves, ça serait si vous co-construisez avec votre classe. Ou si vous demandez aux élèves de faire une présentation et de travailler entre eux, mettons, par groupe de 3. Donc, vous comprenez que je pourrais sélectionner des élèves, en sélectionner 3, leur envoyer un lien vers une présentation modifiable. L'avantage, c'est que je, comme enseignant, garde le contrôle. Contrairement à si je dis à l'élève, crée un document et partage-moi-le. Ça fait une bonne différence. Et dans le cas de la dissertation, je vais faire une copie par élève. Automatiquement, l'élève va avoir une copie avec son nom du document. Le système va créer automatiquement une copie par élève. Je retourne dans mon rôle d'élève. Je vais faire un petit rafraîchissement. Dissertation. Votre devoir, il est ici. Et regardez, il a créé une copie qui s'appelle élève
GAPS, ça c'est le nom de l'élève, là, c'est un compte de test. Et là, je pourrais commencer mon texte. Lorsque j'ai terminé, je le remets. C'est même plus une question de partage, je le remets. Êtes-vous sûr que vous voulez le remettre? Oui. Et du côté enseignant, je vois que l'élève a remis sa dissertation. Je peux cliquer pour aller la voir. Ici, je peux lui donner une note, marquer des commentaires pour ensuite rendre le travail à l'élève. Donc, c'est le flot de production qu'on utilise souvent en études sociales en français. Je pense que c'est quand même assez clair. Et j'ai trouvé, vous savez, ce qui est difficile quand on est consultant et qu'on fait une formation comme ça, c'est que Classroom, on le maîtrise vraiment en roulement avec nos élèves. C'est là qu'on se rend compte des meilleures habitudes côté flux de production. Quand on n'a pas d'élèves, on essaie de s'alimenter ailleurs. J'ai vu une petite vidéo que je trouvais intéressante sur un autre exemple d'utilisation, mais cette fois-ci en utilisant un formulaire. Et je termine avec ça sur la partie, avant de vous envoyer dans les salles. Ça, c'est ma dissertation. OK. Est-ce que j'ai encore mon slide d'ouvert? Non. OK. Si je veux faire un exercice de résolution de problème, ce que je peux faire, c'est créer un devoir. Oh, c'est vrai, réutiliser le post, j'en ai pas parlé, hein, mais si vous cliquez sur réutiliser le post, vous pouvez aller chercher un message ou un travail dans n'importe quelle de vos salles de classe. Ça prend un petit peu de temps à apparaître. Il est en train de vérifier tout ce qui peut être réutilisable. Mais je termine avec créer un devoir, résolution de problème. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Utilise les étapes de résolution de problème. On se comprend qu'on manque un petit peu de temps pour faire ça, comme ça. Tous les élèves, je vais le mettre sur 10 points. J'aime les dates limites. Le 24 à 16 heures. Aucun thème. Ou je peux créer un thème. Et je vais aller créer un Google Slide. Ce qui est intéressant, c'est que on peut changer la taille dans la configuration de la page du slide. Vous avez grand écran, mais ici, vous avez personnalisé. Je vais tenter d'avoir une feuille 8,5 par 14. 8,5, c'est en pouces. 8,5 par 14. Appliquer. Cliquez ici pour ajouter le titre. Ça, je vais l'effacer. Écris ta démarche ici. Ici, là, dans E-Formation, il y a un cours de 6e année en ligne qui est totalement disponible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher une leçon qui existait. La leçon est en PDF. J'ai été faire une capture d'écran de toute cette partie-ci, uniquement. Capture d'écran. Avec un Mac, c'est commande Shift 4. Et là, on sélectionne ce qu'on veut copier. Au niveau Windows, il existe des petits logiciels. Moi, quand je suis en Windows, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Pointo Fixe et ça fait à peu près la même chose qu'en Mac. Je l'ai copié, capture d'écran sur mon bureau. Et donc, je vais aller importer l'image depuis l'ordinateur. C'est la copie ici, comme vous pouvez voir. Et voilà, écris ta démarche ici. L'élève devrait mettre les étapes de sa démarche mathématique. Il me reste à marquer un titre. Donc, si vous avez des choses de faites en PDF déjà, il y a possibilité. Je pense que Google Slide est une des meilleures solutions pour écrire par-dessus. Il y a des gens qui ont des PDF avec des exercices. Bien, si on les importe dans Slide, en 8,5 par 11, 8,5 par 14, ça donne la possibilité à l'élève d'écrire. Si je ferme ceci et que je publie le devoir,
J'ai fait une erreur. J'ai fait une petite erreur. Modifiable. Je n'ai plus l'option, parce que j'ai fait l'erreur, je n'ai plus l'option de créer une copie par élève. OK? Ça, il ne faut pas se tromper. J'ai fait l'erreur, je vais marquer modifiable, juste pour vous montrer comment ça apparaît au niveau de l'élève. Au niveau de l'élève, résolution de problème. En fait, il apparaîtrait ici normalement si je ne m'abuse. Là, il apparaît là parce que j'ai fait modifier. Je suis l'élève. Écris ta démarche ici. Ben là, j'ai le droit de copier. Il aurait créé une copie par élève. Et là, je peux mettre 2 plus, ou je calcule telle chose et marquer du texte avec des chiffres. Donc, je trouvais que c'est une belle façon d'utiliser nos PDF, capture d'écran, importation ici. Est-ce qu'il y a des questions? La prochaine étape serait de vous envoyer, comme je vous dis, je pense que c'est important d'avoir une conversation sur les pratiques gagnantes. Et je vous propose un 15 minutes. Ça va être aléatoire. Vous allez vous retrouver. On a 34 personnes en ligne présentement. Donc, je vais créer 8 salles et je vous invite à avoir 15 minutes de conversation donc pédagogique. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai une question, David. Pas David, Éric. Oui, vas-y. Je vais simplement vérifier si je procède, par exemple, sur une clé USB, j'ai déjà des travaux, des quiz, peu importe, mais je voudrais les transporter dans mon Google Classroom. Est-ce qu'il faut déjà que je fasse plus comme un copier-coller dans un drive, puis après ça, je peux driver ou il y a une façon simple? Oui, écoute, ça, c'est une question, ça ne sera pas long, c'est une question il faudrait que tu me contactes après pour qu'on puisse regarder ça ensemble. OK, bien, ouais, si on peut... Je sais que tu veux nous faire faire des classes là, ensemble. Oui. Je fonctionne avec une approche un peu différente avec mes élèves, plus individualisée. Si on peut profiter un des 15 minutes, je pourrais travailler. J'aimerais ça t'envoyer dans la salle, puis moi, je vais aller faire un tour pour aller voir les conversations, justement, pour les pratiques gagnantes. Mais, mais si tu veux, là, recontacte-moi là-dessus. Là, je vais être disponible demain avant midi. J'ai un peu de temps aussi si tu veux qu'on se fasse un meet. OK, demain avant midi. C'est beau. Je vous envoie dans les salles, s'il vous plaît, 15 minutes de conversation sur le thème « Mes pratiques gagnantes avec Classroom » et je vous invite à tous et toutes contribuer. D'accord? Donc, divisé en groupe, 8 salles et on se donne jusqu'à 55. Normalement, vous avez reçu une invitation à joindre une salle. Je vous invite à cliquer. Est-ce que vous avez... Non, vous ne l'avez pas reçu encore. Voilà. Je vous invite à cliquer et à aller rejoindre la salle qui vous est assignée. De ton côté, Roch, est-ce que si tu cliques sur plus divisé en groupe, est-ce que tu as une fenêtre avec les gens? Es-tu en ligne, Roch? Oui, c'est ça que je suis en train de regarder là. Okay. C'est pour ça que je n'ai pas accepté l'invitation d'aller à la salle 1, puis j'en ai un autre pour aller à la salle 2. Voilà. Merci. Je vais repartager mon écran. C'est vraiment juste... J'enseigne les maths, puis je veux comme placer des images, des fractions, mais on ne peut pas faire ça sur un Google Doc, puisque si les élèves tapent sur le Google Doc, ça déplace les images. J'ai créé le devoir. Donc là, je vais l'appeler test. Je vais y aller rapidement. Merci. Test. Créer Google Slide. Et la présentation, c'est dans Fichier et configuration de la page. C'est là qu'on va aller mentionner un format personnalisé. Moi, j'aime mieux par pouce parce que je sais que 8.5 par 11, mettons. On sait qu'il y a beaucoup de documents PDF qui sont en format lettres qu'on appelle. 8,5 par 11. Et automatiquement, mon document est comme ça. Là, je pourrais faire une copie image de mon PDF pour aller placer l'image en fond. Est-ce que tu avais besoin de copier et sauver l'image dans tes dossiers avant de le coller?
Oui, j'ai un Mac présentement, donc j'ai fait la capture d'écran. La capture s'est retrouvée sur mon bureau. Donc, il faut vraiment, on ne peut pas importer directement le PDF. Faut qu'on se fasse une image de notre PDF. Et c'est sauvé sur ton desktop, puis après, tu le colles sur ton Oui. présentation. OK. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Tantôt, j'ai importé une image pour ma résolution de problème, mais sinon, j'aurais pu le placer en fond. Il y a possibilité de modifier l'arrière-plan, choisir une image. Et là, à ce moment-là, mon image devient, si c'est un document PDF en 8,5 par 11, ça devient mon arrière-plan. Donc, l'élève ne peut même pas le modifier, le tasser, l'image. Ça devient comme le fond. Donc, OK. on transforme Google Présentation en un éditeur dans lequel l'élève peut écrire à peu près n'importe quoi avec les outils texte. Est-ce qu'en ce moment-là, l'élève peut écrire par-dessus? Si je l'ai partagé, oui. Si vous le mettez, comment est-ce que l'élève peut écrire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas bien suivi. Ben, en fait, dans la question de travaux, là, consultable par les élèves, ce qui est important, c'est faire une copie par élève. C'est l'erreur que j'ai faite tantôt. Puis à partir de ce moment-là, si je le publie, ben, l'élève, dès qu'il va l'ouvrir, il va avoir une copie à lui avec l'image, puis une zone, moi, dans laquelle j'aurais mis « Mets ta démarche ici, écris ta démarche ici ». Je pensais qu'on pouvait écrire sur le PDF, en fait. Non. Il faut transformer le PDF en image. On peut le mettre excusez l'expression, en background ou en fond d'écran, ou encore prendre l'image puis la coller. OK, merci. Je comprends mieux. Pas de problème. Désolé, côté, lorsque je vous ai divisé en petits groupes, le nombre de salles que je crée, normalement, c'est selon le nombre de participants. Dans ce cas-ci, il y a des gens qui sont retrouvés seuls dans la salle. C'est correct. On s'adapte. On va faire des erreurs, nous aussi. Il faut faire preuve de flexibilité. Juste avant de vous demander de remplir l'évaluation, s'il vous plaît. L'évaluation est très importante. Actuellement, au consortium, on fait une réévaluation hebdomadaire de vos besoins. On lit toutes les évaluations. Alors, c'est le temps de marquer si vous avez d'autres besoins de formation. Donnez-nous des idées. Donc, on en tient vraiment compte. Également, eformation.cpfpp.ab.ca. C'est le site, l'espace du consortium dans le Moodle provincial francophone. Je vous invite à vous inscrire aux communautés de pratique. Ici, vous allez retrouver les enregistrements de nos webinaires et tous les participants reçoivent également un lien vers les webinaires où ils ont participé. Donc, vous allez recevoir un courriel d'ici 2 jours. Il est 14h56. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous laisserai le temps qu'il reste. Je vais rester en ligne s'il y a des questions, mais pour les autres, si vous n'avez pas de questions, je vous demanderai de remplir l'évaluation immédiatement. Et je tiens à vous souhaiter une excellente semaine, bonne fin de journée. Je sais qu'on travaille fort, mais il y a un beau travail d'équipe présentement en Alberta, alors bravo. Et puis, je reste en ligne s'il y a des questions. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.